Et si un simple coq et 3 poules suffisaient à bouleverser le destin d'un pays entier? Cette question, à première vue anodine, cache en réalité un enjeu colossal. Cela ressemble à un conte, une fable rurale, murmurée au coin du feu, et pourtant c'est l'histoire bien réelle d'une révolution silencieuse, née au cœur de la région de Mané, là où la misère semblait figée depuis des générations. Imaginez un instant des villages entiers, isolés, meurtris par la pauvreté, privés d'opportunités, recevant chacun un kit d'élevage. Un coq, 3 poules, parfois même une chèvre ou une vache, ou encore quelques poissons frétillants. Ce geste, en apparence modeste, va pourtant semer les graines d'un changement profond, irréversible, dans toute la région. Pour mesurer l'ampleur de la transformation, il faut se figurer la vie d'avant. Des familles entassées dans des cases en banco, dépendant des maigres récoltes d'un sol appauvri, voyant partir chaque matin les plus jeunes vers les mines d'or ou la capitale, faute d'espoir sur place. Les femmes passaient des heures à collecter de l'eau, les enfants sautèrent les repas, les maladies rôdaient. À l'origine de cette révolution, il y a un homme, le président Ibrahim Traoré, un dirigeant qui refuse de voir son peuple condamné à mendier l'aide extérieure, qui dénonce les promesses creuses venues de l'étranger et qui s'appuie sur la force des bras burkinabés. Sa vision? Rebâtir l'avenir du Burkina Faso sur l'autonomie, la solidarité entre voisins et la puissance des paysans locaux. La distribution des kits n'est pas une simple charité ou une manœuvre politique. C'est une stratégie puissante, mûrement réfléchie, pour que chaque famille, même la plus démunie, puisse prendre en main son destin, reconstruire sa dignité et se libérer de la précarité. L'objectif? Faire de chaque foyer le point de départ d'un cercle vertueux où l'abondance succède au manque, où la confiance supplante la résignation. En l'espace de quelques mois à peine, des dizaines de milliers de familles voient leur vie bouleversée. Les volailles se multiplient, les revenus suivent, l'espoir renaît, et la dépendance à l'étranger recule chaque jour. Des veuves, des déplacés, des jeunes sans emploi découvrent de nouvelles perspectives, là où il n'y avait que désespoir. Prenons l'exemple de Aïssata, veuve depuis 3 hivers, mère de 6 enfants. Avant le kit, elle vivait d'aumônes, incapable de payer la scolarité de ses filles. 3 mois après avoir reçu un coq et 3 poules, elle vend chaque semaine une douzaine d'œufs au marché du village. Avec cet argent, elle a acheté une chèvre, puis une deuxième. Son fils aîné, qui pensait partir travailler à Ouagadougou, reste désormais pour l'aider à agrandir le troupeau. Le message est limpide, mais sans appel. Refuser ce levier, c'est rester prisonnier de la pauvreté et de l'assistanat. Oser l'adopter, c'est ouvrir la porte à une ère nouvelle de prospérité, de sécurité et de fierté retrouvée. Mais au fond, comment cette initiative a-t-elle vraiment vu le jour? Pourquoi sa méthode fait-elle trembler toutes les anciennes politiques d'aide sur le continent africain? Pour comprendre cette révolution, il faut remonter à la genèse du projet et aux convictions profondes qui ont guidé le président Traoré. Car rien n'était joué d'avance, et chaque étape a été un pari risqué. Le Burkina Faso, longtemps prisonnier de l'aide internationale, tente aujourd'hui de s'en libérer. Mais à quel coût et par quelle méthode? Pendant des décennies, des milliers de familles ont lutté dans la misère, marquées par la guerre, le manque de ressources et une dépendance étouffante à l'étranger. Face à cette impasse, une vision nouvelle s'impose sous l'impulsion du président Traoré. La stratégie repose sur 3 piliers déterminants: restaurer les moyens de production, renforcer la résilience des plus vulnérables et bâtir des sources de revenus durables. Premièrement, restaurer les moyens de production. Cela signifie rendre aux familles les outils et les animaux qui leur manquaient, non. Un village comme Koudougou, où la grippe aviaire avait décimé les basses-cours il y a 5 ans, reçoit des poules robustes, résistantes aux maladies, accompagnées de vaccins et d'aliments adaptés. Les paysans redécouvrent le savoir-faire ancestral: couvert, nourrir, protéger le bétail. Deuxièmement, renforcer la résilience. Ce mot, souvent galvaudé, prend ici un sens concret: permettre aux familles de surmonter les chocs, qu'il s'agisse d'une sécheresse, d'un conflit ou d'une flambée des prix. La chèvre offerte à une famille de déplacés à Dori devient une assurance vie. En cas de coup dur, elle peut être vendue ou échangée contre des vivres. Troisièmement, bâtir des sources de revenus durables. L'idée n'est pas de donner un poisson pour un repas, mais d'apprendre à pêcher, puis à vendre le poisson. Les kits comprennent parfois des alevins, des filets de pêche ou des bassins d'élevage pour les zones humides. À Bobo-Dioulasso, une coopérative de femmes a ainsi créé la première mare piscicole communautaire du département, doublant leur chiffre d'affaires en moins d'1 an. C'est une rupture assumée avec les schémas d'aide classiques. Ici, l'objectif est de permettre aux familles de se relever par elles-mêmes, sans attendre la charité extérieure.
Le programme cible plus de 83 000 personnes parmi les plus démunies. Veuves, familles déplacées, paysans ruinés, enfants livrés à eux-mêmes. À chacune, l'État remet des kits d'élevage adaptés à leur environnement, taillés sur mesure selon les besoins locaux. Les régions arides reçoivent plutôt des chèvres et des dromadaires plus adaptés à la sécheresse. Les zones inondables privilégient la pisciculture. Dans les zones forestières du sud, on développe l'apiculture et l'élevage de petits ruminants. Cette adaptation fine, basée sur des enquêtes de terrain, rappelle les grandes réformes agraires du Japon au XIXe siècle, où chaque région recevait les cultures et les animaux les plus adaptés à son climat. Mais ces kits ne sont pas de simples dons. Ils rassemblent des poules, des coqs, des chèvres, des vaches, parfois même des porcs ou des poissons, ainsi que les équipements et aliments nécessaires pour démarrer l'élevage. Chaque animal représente une promesse de stabilité, chaque outil une chance de reconstruire une vie digne. L'investissement est considérable. Plus de 5 milliards de francs CFA sont mobilisés, injectés directement dans les villages, pour redonner espoir à ceux que la guerre a tout pris. Jamais le pays n'avait vu pareil engagement politique. Il s'agit de restaurer la dignité nationale, de reconstruire ce qui a été détruit. Pour comprendre l'ampleur de cet effort, il suffit de comparer 5 milliards de francs CFA, c'est l'équivalent du budget annuel de la santé de plusieurs provinces. C'est aussi, pour chaque famille bénéficiaire, une aide d'une valeur supérieure à 1 an de revenus agricoles moyens. Mais l'ambition va bien plus loin que la survie. Il s'agit de fonder un modèle burkinabé d'autonomie, de solidarité et de création de richesses locales. Le projet veut prouver à l'Afrique qu'elle peut devenir actrice de son propre destin, sans attendre les solutions venues d'ailleurs. Le pari est immense. Si rien ne changeait, la pauvreté continuerait de ronger les villages, l'exode des jeunes s'accélérerait, et la dépendance à l'aide étrangère deviendrait un piège sans fin. Mais en s'appuyant sur la force de son peuple, le Burkina Faso tente de briser le cycle, et de se réinventer. Pourtant, une question demeure, suspendue comme une menace. Au-delà de la distribution des animaux, qu'est-ce qui a vraiment changé dans le quotidien des familles ? La promesse d'autonomie résistera-t-elle à l'épreuve du réel ? Pour comprendre l'impact de cette révolution agricole, il faut plonger dans la vie de ceux qui ont reçu ces kits. Que se passe-t-il vraiment dans les villages, une fois l'aide livrée ? En moins de 3 mois, une métamorphose saisissante s'opère dans les villages du Burkina Faso. Là où la faim et la précarité dominaient, les animaux prolifèrent soudain. À partir d'un unique coq et de 3 poules, certaines familles voient que leur troupe doublée, parfois triplée en un clin d'œil. Les chèvres et les vaches s'adaptent, offrant lait et viande en abondance. Les enfants mangent à leur faim. Les surplus se vendent désormais sur les marchés locaux. Prenons le cas du village de Tema-Bokin. Lors de la première distribution, 60 familles ont reçu des kits d'élevage. 3 mois plus tard, plus de 200 poulets circulaient dans le marché local, alors qu'auparavant, il n'y en avait guère plus d'une trentaine. Les anciens du village racontent qu'en 10 ans, jamais ils n'avaient vu autant d'œufs ni de fromage frais sur les étals. L'autosuffisance alimentaire n'est plus un mirage. Œufs, lait, viande deviennent des revenus stables. Certains parents peuvent enfin envoyer leurs enfants à l'école, réparer leur toit, investir dans une petite grange ou améliorer la ration quotidienne. Chaque panier d'œufs ou chevreau vendu est une victoire sur la dépendance. Dans les villages, la fierté refleurit. Les femmes, longtemps contraintes d'attendre l'aide extérieure, gèrent leur élevage, négocient tous les prix et n'hésitent plus à commercer. Les hommes investissent dans de nouveaux outils, développent des réseaux d'échange, organisent la transformation du lait sur place. L'indépendance financière grandit, la dignité suit. On voit apparaître de nouveaux métiers, collecteurs d'œufs, fromager artisanal, vendeurs de poussins. Les plus jeunes apprennent la gestion grâce à des formations mobiles, organisées par des ONG locales. On met en place des livrets de comptes simplifiés pour apprendre à gérer son micro-entreprise. Mais l'élan ne s'arrête pas là. Inspirés, les villages voisins s'y mettent. Du nord au sud, la jeunesse s'engage, des coopératives naissent. Les petits élevages s'associent, bâtissent ensemble des granges, des silos à aliments, des ateliers de transformation. L'économie rurale, jadis à l'agonie, devient un terrain d'innovation et de solidarité. À titre d'exemple, la coopérative Femmes du Faso regroupe aujourd'hui plus de 150 éleveuses. Elles mutualisent leurs achats de grains, négocient de meilleurs prix avec les commerçants et forment un fonds de secours pour les périodes de soudure. Leur modèle s'inspire de l'Union des femmes du Bangladesh, qui a permis à des milliers de villageoises d'acquérir leur indépendance économique. La mentalité évolue. On passe d'une logique de survie à un véritable esprit d'entrepreneuriat. Ceux qui n'osaient pas rêver d'indépendance deviennent chefs de leur destin.
L'effet boule de neige est partout. Chaque réussite individuelle alimente l'essor collectif. Pourtant, tout cela tient à un fil. Si la dynamique s'arrête, des milliers de familles risquent de retomber dans la précarité, la faim, la dépendance. Le danger est immense. Reculer, ce serait perdre des années d'efforts, voir l'espoir s'effondrer. Mais derrière ces succès, des menaces planent encore. Il suffit d'un revers pour tout remettre en cause et le doute s'installe dans les esprits. Prenons le cas de la sécheresse exceptionnelle qui a frappé la région du centre-nord l'an dernier. Plusieurs troupeaux ont souffert, les prix du maïs ont flambé, certains éleveurs ont dû vendre à perte. Mais grâce au réseau de solidarité mis en place, des familles de l'Ouest ont envoyé du fourrage et des groupes de jeunes ont creusé de nouveaux puits. Ces gestes montrent que la résilience ne tient pas qu'au nombre de bêtes, mais aussi à la force du lien social. De Mané, à travers toute l'Afrique de l'Ouest, la contagion positive s'étend. Le succès du Burkina Faso devient un symbole, attisant l'espoir et l'audace dans les pays voisins. Petit à petit, ce n'est plus une affaire de poulets ou de chèvres, mais l'amorce d'un immense mouvement régional pour l'autonomie et la souveraineté. Les dirigeants du Sahel, puis d'Afrique centrale et de l'Ouest, se rassemblent. Ensemble, ils fondent une alliance agricole panafricaine. L'objectif ? Partager les méthodes, unir les forces, bâtir un avenir commun. Chacun adapte le modèle des kits à ses propres réalités, créant une dynamique collective sans précédent. D'anciens rivaux tendent la main. Des délégations burkinabées, maliennes, nigériennes et sénégalaises visitent les fermes modèles et les centres de formation. Les savoirs circulent, les innovations fusent. Des réseaux régionaux de transformation agroalimentaire et de coopératives d'exportation voient le jour, tandis que les chaînes logistiques s'intègrent peu à peu. Mais la révolution franchit une nouvelle étape. Pour rompre avec la dépendance, ces pays cherchent des alliés au-delà de l'Occident. Avec la Chine, la Russie, le Brésil et d'autres États africains, ils négocient des partenariats stratégiques, équipements, infrastructures, centres technologiques. Chaque accord se fait d'égal à égal, sans ingérence ni diktat. Des centres de formation ultramodernes ouvrent leurs portes. On y enseigne la gestion de coopératives, la maintenance des machines agricoles, la transformation des produits, l'agroécologie. Des milliers de jeunes sans emploi retrouvent espoir et dignité. L'ingéniosité locale est valorisée, des concours récompensent les meilleures idées, du recyclage à la création de fertilisants organiques. Prenons l'exemple de Moussa, 20 ans, qui après une formation en élevage de poulets bio, a lancé une petite entreprise de couveuse solaire. Son projet, soutenu par une bourse nationale, emploie désormais 10 jeunes du quartier et fournit chaque mois plus de 1000 poussins à la région. L'Afrique de l'Ouest accélère sa transition énergétique. De vastes champs solaires surgissent aux abords des villages. On investit dans les mini-réseaux électriques, les pompes à énergie renouvelable et l'économie circulaire. Les fermes produisent leur propre compost, réduisant leur dépendance aux engrais importés. Il y a un siècle, l'Inde a connu une transformation similaire, avec la révolution verte, l'adoption massive de nouvelles techniques agricoles, le partage des innovations, la montée en puissance des coopératives villageoises. L'Afrique s'inspire aujourd'hui de ces réussites, mais en adaptant les solutions à ses propres réalités. Consciente des menaces extérieures, l'Alliance crée un fonds régional d'urgence. Son rôle, protéger les économies locales face aux sanctions, aux chocs des prix mondiaux ou aux catastrophes climatiques. Alimenté par tous les membres, ce fonds mutualise les risques et renforce la résilience du modèle. Face à cette montée en puissance, l'Occident réagit. Les discussions s'animent dans les chancelleries européennes, le ton monte sur les plateaux télévisés. Certains cherchant à imposer de nouvelles restrictions, d'autres tentent de diviser l'Alliance. Mais la détermination africaine ne faiblit pas. Le droit de choisir sa voie, de protéger ses ressources et de forger sa prospérité est revendiqué haut et fort. Pourtant, un danger subsiste. Manquer de solidarité régionale, c'est risquer l'isolement, la reprise de contrôle par des forces extérieures, voire la perte de l'autonomie si chèrement acquise. Vigilance et unité deviennent alors aussi précieuses que la terre nourricière. Partout, la fierté grandit. À Ouagadougou, Bamako, Niamey, des familles s'y témoignent de leur transformation. Les marchés débordent de produits locaux, les écoles voient en grimper les taux de scolarisation et la jeunesse se remet à croire à un avenir africain. Mais l'histoire n'est pas terminée. Face à chaque avancée, des défis inédits surgissent. L'Afrique saura-t-elle préserver ce fragile équilibre et maintenir le cap ? Et si dès demain, chaque village africain devenait un moteur de prospérité, capable de tracer sa propre route ? Cette révolution tranquille, née au Burkina Faso, livre des clés concrètes à saisir sans attendre.
Première leçon, la force d'un leadership visionnaire et du courage politique. Sans la volonté inébranlable d'un dirigeant, aucune transformation réelle ne prend racine. Il faut briser les routines, défier la dépendance, montrer la voie par l'exemple. Si l'on se penche sur l'histoire, on retrouve ce principe chez Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, qui encourageait déjà dans les années 80 l'autosuffisance vivrière et la mobilisation populaire. Aujourd'hui, Traoré reprend ce flambeau, mais en y ajoutant la rigueur de la gestion moderne et l'ouverture aux innovations du XXIe siècle. Deuxième point, placer l'éducation et la formation technique au centre. Transmettre les savoir-faire, former les jeunes aux métiers d'avenir, s'appuyer sur les expériences locales et régionales. Ce sont ces compétences, plus que toute aide extérieure, qui donnent aux populations le pouvoir de choisir leur destin. À titre d'exemple, dans le village de Komsilga, un centre de formation accueille désormais 150 jeunes chaque année. On y apprend à fabriquer des couveuses solaires, à vacciner les volailles, à gérer un budget familial. Les diplômés reçoivent un kit de démarrage, puis s'engagent à former à leur tour 10 nouveaux villageois. Troisième pilier, développer la coopération et le partage d'informations entre régions, villages, pays. Quand le savoir circule et que les succès sont partagés, tout le monde avance plus vite. L'émulation, la solidarité et le réseau transforment des initiatives isolées en un mouvement national. Rappelons-nous l'exemple du Rwanda, qui en 20 ans a multiplié ses exportations agricoles par 10 grâce à des réseaux de coopératives et à la mutualisation des ressources. L'Afrique de l'Ouest suit aujourd'hui cette voie, tissant une toile de partenariat du Bénin à la Guinée. Quatrième clé, réinvestir dans la culture, l'identité, la fierté collective. Ce sont ces racines qui nourrissent l'énergie d'aller plus loin, de croire à la réussite commune. Renouer avec les traditions, mettre en lumière les réussites locales, c'est bâtir la confiance en l'avenir. Dans certains villages, on a réintroduit des festivals agricoles où l'on célèbre la meilleure éleveuse, le meilleur fromager, la plus belle basse-cour. Des radios communautaires diffusent donc des témoignages, des chansons à la gloire des femmes entrepreneurs. Enfin, il faut sortir du statut d'assisté pour devenir bâtisseur souverain. Ce basculement commence dans l'esprit. Refuser la fatalité, se donner les moyens d'agir, investir dans sa communauté, accepter que l'avenir dépend d'abord de ses propres forces. Ce qui frappe, c'est que ce modèle va bien au-delà de l'agriculture. Il s'adapte à l'énergie, à l'industrie, à l'éducation, partout où une communauté veut se relever. Il suffit d'oser, de réunir les bonnes compétences, d'innover ensemble. Concrètement, chaque village peut s'inspirer de ce modèle en suivant quelques étapes simples. Réunir les anciens et les jeunes pour recenser les compétences locales, identifier les besoins prioritaires, élevage, maraîchage, artisanat, créer une caisse communautaire, solliciter un appui technique, puis organiser des échanges réguliers avec les villages voisins. C'est ainsi que l'on bâtit, pierre après pierre, une prospérité collective. Ignorer ces leçons, c'est risquer la stagnation, et surtout laisser filer le contrôle de son propre futur. Aujourd'hui, chacun détient une part de pouvoir pour changer la donne, individuellement ou en collectif. La transformation n'est réservée à personne. Elle commence par un choix, un geste, un engagement. Mais comment, concrètement, ces principes ont-ils bouleversé la vie de dizaines de milliers de familles burkinabées ? L'histoire des kits d'élevage révèle la force insoupçonnée d'une idée simple, portée par une volonté politique. L'avenir du continent se joue ici, maintenant, entre vos mains. Nous sommes à un carrefour. Ce que le Burkina Faso vient d'accomplir prouve que l'Afrique peut se réinventer, se relever et s'émanciper ensemble sans attendre de miracles venus d'ailleurs. Les fruits de la révolution agricole impulsée par le président Traoré ne sont pas de simples mots. Ce sont des dizaines de milliers de familles qui, grâce à leur travail, leur solidarité et leur imagination, ont brisé le cercle de la pauvreté. Aujourd'hui, chaque femme, chaque homme, chaque jeune Africain possède un pouvoir immense, celui de transformer son destin et celui de sa communauté. L'inaction, c'est laisser filer la chance de changer l'histoire. Face à l'exemple burkinabé, détourner le regard n'est plus une option. Ce modèle, bâti sur l'autonomie, l'entraide et la confiance en nos ressources, doit inspirer tout le continent. Aucune puissance étrangère, aucune organisation ne bâtira notre indépendance à notre place. C'est à nous, citoyens, agriculteurs, jeunes créateurs, enseignants, de porter cette énergie nouvelle, de l'enraciner dans chaque village. Refuser la résignation, c'est déjà se dresser. Agir, c'est s'unir pour bâtir une Afrique forte, digne et souveraine. Partagez cette histoire. Faites-la vivre autour de vous. Inspirez-vous, adaptez, innovez. Chaque geste compte.
Une coopérative créée, un kit d'élevage transmis, une initiative locale soutenue, voilà autant de pierres posées sur l'édifice de notre avenir commun. Rester spectateur, c'est risquer de voir l'opportunité d'une prospérité durable nous échapper. Ne laissons pas notre dignité, notre sécurité, celle de nos enfants, dépendre du bon vouloir des autres. Osons la responsabilité collective, osons l'action locale, osons l'espoir. L'exemple du Burkina Faso n'est ni un slogan ni une utopie. C'est la preuve vivante que l'Afrique peut écrire ses